Qu'est-ce que l'agroécologie? Là, on est sur la zone de culture de l'exploitation. Une réalité sociale. Le terme agroécologie ne fait pas encore vraiment partie des dictionnaires. Il a pourtant été utilisé pour la... On rate des occasions de penser autrement. Pour moi, c'est le problème de l'homogénéisation des espèces cultivées. Dès la mi-mai, le gouvernement prononçait le mot crise. La sécheresse, une situation de de mécanisation, d'herbicides et de pesticides. De l'autre, une approche écologique, tout aussi scientifique, mais qui privilégie les équilibres entre le milieu naturel et l'agriculture. La grande idée des agriculteurs, mais qui a déjà quasi 100 ans de réflexion au niveau agronomique dans les réseaux mondiaux des agriculteurs et des agronomes, c'était de couvrir les sols en permanence pour copier la nature. Je viens parce que je commence à cultiver des couverts végétaux et pour aller vers le non-labour, voir plus si affinité. Je viens, disons, pour connaître d'autres personnes surtout, qui ont plus d'expérience que moi, qui ont plus de recul sur ces techniques-là, quoi. C'est des techniques qui nous intéressent, quoi. Et donc on venait chercher quelques informations et puis avoir des échanges. Voilà. Dans les dynamiques qu'on crée actuellement avec tous les producteurs autour de la table, il faut qu'on arrive à trouver des méthodes de destruction mécanique des couverts. C'est un vrai enjeu parce que là-dessus, on ne va pas nous suivre si on part sur des techniques de destruction qui sont exclusivement orientées sur la destruction chimique. Production, donc tout à l'heure, la présence de métolachlore dans l'eau, clairement, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus accepter en tant que citoyen, en tant que consommateur. Je crois qu'on a utilisé ces dernières années beaucoup trop de molécules avec un sol qui ne fonctionnait pas très bien. Comme Conrad l'a expliqué, on a de toute façon en effet des problèmes, notamment sur la qualité de l'eau. Donc la première étape, c'est d'admettre que ces problèmes existent. Là, je pense qu'avec ce que Conrad nous a dit, c'est relativement clair. On a des problèmes de matière en suspension dans les eaux, on a des problèmes de nitrates et on a des problèmes de pesticides. Donc là-dessus, il faut déjà partir d'un constat clair, que ces soucis sont problématiques, notamment pour les rivières, donc tout ce qui est vie aquatique en particulier, pour les captages d'eau potable, pour le littoral, donc aussi bien le tourisme que la vie aquatique littorale, conchiliculture, etc. Donc, et que ça coûte cher. Ça coûte cher aujourd'hui à la collectivité et c'est pour ça qu'il y a une demande un peu pressante à laquelle il faut qu'on réponde et qui est majoritairement basée ou quasiment exclusivement à tout ce qui est réglementaire sur les problèmes de qualité de l'eau. D'où des journées comme ça qui sont vraiment importantes pour voir comment nous, producteurs, on peut réagir intelligemment à cette demande qui est quand même logique, c'est pas une punition. Personne, mais je dis absolument personne, n'avait commencé à regarder ce qui se passait dans les parcelles agricoles. Et voilà ce qui se passe quand il pleut. Et tout le monde a des problèmes avec la qualité de l'eau. Donc c'est en partie l'enjeu des démarches d'animation qui sont partagées aujourd'hui ici. Les ateliers et les échanges auxquels vous allez participer sont l'occasion de commencer pour certains ou de continuer pour d'autres à envisager les changements qui sont possibles. Donc pas seulement comment, mais pourquoi on veut les faire, comment on les fait et avec quel impact pour nous et puis pour ces ressources patrimoniales, on va dire. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de devenir force de proposition pour l'avenir et puis d'ouvrir le champ des possibles. Et donc on a choisi de s'émanciper de ça pour faire de nos couverts végétaux une véritable culture qui est le pivot de la réflexion agronomique de demain, parce qu'en fait c'est par cette culture intermédiaire qui n'a pas d'enjeu économique que vous allez pouvoir reconstruire la fertilité des sols. Il n'y a que entre nous, entre agriculteurs, en se faisant passer les informations, en disant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, que ça peut progresser. Comme tu disais tout à l'heure, il faut un maximum de végétation au printemps et pour ça, donc il faut le détruire assez tard bien évidemment, mais aussi et surtout, à mon sens, il faut les semer très tôt. Il faut les semer les plus tôt possible parce qu'en fait, si on attend,
on a des développements végétatifs qui ne sont pas assez importants. Moi, c'est ce que j'ai sur la photo d'en bas. En fait, c'est un mélange fenugrec avoine. Et là, c'est vraiment pas assez important, quoi. C'est un truc qui avait été semé au mois de novembre. C'est beaucoup trop tard, en fait. Et on n'a pas assez de développement végétatif. En ce qui me concerne, je rajoute rien à mes terres. Je travaille avec légumineuses, moi aussi. Aucun apport extérieur. Le P et le K, on sait pertinemment qu'on a du stock pour très longtemps, vu les anciennes techniques employées, tout ce qui attend. Notre seul souci, c'est de créer de la verticalité pour que nos racines aillent chercher tout ce qui est disponible au sous-sol. Tout ce qui est azote, on va l'amener avec nos légumineuses. Et les pratiques, je les découvre comme avec une journée comme ça aujourd'hui. Donc je viens chercher de l'information pour voir comment on peut évoluer au sein de ces itinéraires culturaux. Voilà, sur les graines de culture, on a donc du blé, des pois et du soja, avec des cultures intermédiaires, parce que vous voyez que la rotation est relativement courte pour du bio, donc on a mis des cultures intermédiaires. Il n'y a pas d'irrigation sur l'exploitation, nous sommes à 0 labour. Et particularité aussi de l'exploitation, il n'y a eu aucun apport organique sur l'exploitation depuis 2004, depuis la conversion. Un second cas où on enchaîne un couvert estival avec un couvert hivernal. En fait, donc après avoir récolté le blé, on refait la même opération, on sème du tournesol. Il est broyé, enfoui. Ensuite, on passe un cultivateur. Et sur le relief de ce cultivateur, on met 180 kg/hectare de féveroles qui vont servir de couvert hivernal. Donc, il est très important qu'il y ait un relief avant de semer ces féveroles. Elles sont semées à nouveau à la volée avec un épandeur d'engrais et c'est recouvert avec un vibroculteur équipé d'un peigne. Moi, ça fait 9 ans que je fais du semi-direct sous couvert intégralement. Ça fait 9 ans que je n'ai plus travaillé de terre, ni gratté, ni quoi que ce soit. Que je pratique les couverts et oui, je me suis senti très seul. Parce que pas accompagné, parce que peu de contact avec des gens qui auraient pu m'aider là-dessus, oui. Beaucoup d'agriculteurs sont intéressés par ce qui se passe. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui bouge. Et donc, s'ils sont là, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui les interpelle. L'évolution, c'est en fait de remplacer le train de disque avant par un deuxième rouleau avec le même système en fait de lame tranchante et d'avoir en fait un rouleau qui est une double action pour pouvoir avoir une meilleure efficacité sur graminées. C'est l'idée qui est sortie en fait de l'utilisation et de double passage sur certains couverts quand on a fait des essais et qui a donné de pas trop mauvais résultats. Donc on travaille à ce concept. Bon. Il y a encore pas mal de boulot sur le choix des variétés, des espèces, les modes de destruction, enfin, etc. Il y a quand même pas mal de travail à réaliser, d'échanges à faire entre nous et voilà. Mais moi je reste très positif en fait et je pense que c'est dans cette voie qu'il faut aller, quoi. Voilà. Quand on écoute les agriculteurs qui pratiquent ça, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pas si compliqué que ça. Même s'il y a des incertitudes, et il y a quelque chose à acquérir par l'expérience chaque année, mais ça se fait et ça réussit. Donc, il y a de l'espoir. Moi, je suis donc éleveur laitier et cette double culture, grâce au semi-direct, me permet de nourrir le troupeau, vendre même du fourrage et faire des cultures de vente. Bon, on peut dire aussi, c'est que là, depuis que je suis là en semi-direct, bon, je ne suis pas en bio, je suis en conventionnel, mais j'ai supprimé totalement les insecticides, y compris pour les maïs. Les semences ne sont plus protégées. Et les fongicides non plus, pour les céréales, là, j'en utilise pas. Retrouver un fonctionnement biologique efficace qui permet de filtrer l'eau, de calmer les flux et donc en sortie après en rivière, d'avoir une eau de meilleure qualité. Ce qu'il y a de fabuleux dans la diminution du temps de travail, c'est que, on est moins fatigué physiquement, et ce qui fait qu'en fait, on a beaucoup plus de temps pour observer. Et le fait d'avoir beaucoup plus de temps pour observer, on est beaucoup plus créatif, beaucoup plus inventif, et on arrive à trouver des solutions à des endroits où on ne pouvait pas les trouver parce qu'on était dans le guidon, quoi. Et à ce moment-là, on se met à gagner de l'argent, quoi. Ce que nous, on a pratiqué longtemps et qui marche contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est qu'on peut détruire un engrais vert et semer directement. C'est ce que j'ai fait plusieurs fois avec des printemps un peu humides.
Pourquoi? Parce que j'avais peur que sur de la végétation fraîche là, il se remette à pleuvoir et que là justement l'eau puisse plus s'évaporer parce qu'il y avait le mulch. Donc je l'ai osé et ça a marché, ça n'a pas gêné, contrairement à ce qu'on dit, acidification du sol, toutes ces histoires, c'est faux. À condition. L'expérience des uns et des autres, c'est que moi je suis plutôt parti pour un semis après une culture d'hiver et destruction fin février, début mars. Pour ne pas prendre le risque justement d'arriver au mois d'avril où la culture qui était en place commence à évaporer beaucoup d'eau. Cette année, alors du coup, comme on a le sémiato à la cumin, et comme les conditions climatiques étaient bonnes, j'ai semé justement du blé sur de la luzerne vivante, que j'avais déjà installé. Voilà. Apparemment, il est pas mal, tout ça va bien. Avec un couvert végétal qui en fait correspondait aussi au fait que mon sol, sur tout mon cycle, même s'il pouvait y avoir parfois 2 cultures dans l'année, en fait, ne restait jamais nu. Donc en permanence, soit il y avait une culture, soit de fait, même pour un mois, en fait, il y avait un couvert végétal qui était mis en place. Ce qui est intéressant dans le non-travail du sol, c'est qu'on peut aller vraiment vers une agriculture intensive, quoi. Mais pas une agriculture intensive dans un modèle avec intrants, une agriculture intensive comme la vie, c'est être intensive, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire des cultures intercalaires, des cultures dérobées, et ce qui fait qu'au mètre carré, on arrive à sortir beaucoup plus de quantité de nourriture. Et puis quand comme moi, on a un côté commercial, quoi, puisque je vends à l'extérieur, on sort plus de chiffre d'affaires avec moins de coûts. Là-dessus, je crois que c'est important quand même qu'en effet, toutes les questions, on avait dit sans tabou, hein, voilà, même les choses qui grattent un peu, c'est important de les mettre sur la table. Et voilà, ça, c'est normal que ce soit sujet à discussion, c'est tout à fait logique, il ne faut pas que ça soit mal perçu. Je vais quand même rajouter une petite chose sur les questions qui ont été posées sur la fertilisation. Aujourd'hui, c'est bien clair que l'enjeu, c'est pas tant la fertilisation que la fertilité des sols. Pour revenir sur les questions qui ont été posées, notamment NPK, il faut savoir qu'en grande culture, comme on récolte du grain mûr à maturité, tout ce qui a été utilisé par la plante, notamment P et K, ce sont des catalyseurs. Et en fait, au moment de la maturité, ces éléments-là, ils sont en immense majorité restitués dans les racines et dans les pailles. Donc en fait, on exporte extrêmement peu en grande culture. Ça, la première agroforesterie a été mise en place en 2007. C'était surtout suite donc à l'observation de ce qui nous entourait et la complémentarité entre les éléments, les végétaux, les arbres et la biologie du sol. L'arbre peut ramener énormément de matière organique au sol par l'intermédiaire du système racinaire qui meurt 2 fois par an, notamment les radicelles. Ensuite, les feuilles aussi peuvent ramener pas mal d'humus. L'arbre sert à ramener des insectes auxiliaires au milieu des champs. Et donc, ça, c'est très intéressant, au moins en bio. Il permet aussi un meilleur drainage de la parcelle. Ensuite, avec les bandes enherbées, on peut limiter l'érosion. Et puis, il y a un autre avantage aussi. On a tous constaté qu'il valait mieux faire la sieste sous un arbre que sous un parasol. Et en fait, voilà, l'arbre favorise une régulation climatique de la parcelle. C'est-à-dire que, bon, je pense que les cultures en plein été ne se plaindront pas d'avoir un peu d'ombre, surtout avec les températures qui nous attendent. Je suis agréablement surpris du savoir-faire qu'ils accumulent et je vais être très vite ringardisé au rythme où ils évoluent. Il y a une véritable prise de conscience. Les individus, les agriculteurs, quand ils ont compris un certain nombre de choses, ils se prennent en charge. Quand on les met en réseau, ils vont très très vite parce qu'en fait, l'effet du groupe fait qu'on démultiplie les savoirs, les compétences, les expériences. Donc ça, c'est plutôt très très positif. Et puis, pour moi, c'est plutôt une bonne issue puisque je suis dans un âge où je dois transmettre des savoirs. Donc finalement, je suis appelé à être dépassé. Oui, c'est bien. En tout cas, on retrouve notre métier de paysan et notre métier de réflexion. On n'attend pas que la coopérative nous amène à la solution toute cuite.